Il est de retour, le boss final, le grand champion des bacs francophones de cette chaîne, le challenger en chef, le bac Sadomaso, le bac Sciences Maths SM du Maroc 2026. Alors il y a plusieurs abonnés qui me l'ont envoyé sur Discord par email, merci à vous. On l'attend chaque année, hein, c'est toujours une belle petite surprise. Il nous prépare alors, en fait, ça dépend des années. Ils nous préparent soit des choses assez classiques mais difficiles, soit des petites nouveautés qui font un peu mal. C'est donc également le retour, bien évidemment, de classement des bacs. Alors, j'ai mis un petit peu des sujets. Ah bah j'ai oublié de mettre 2026, tiens. 2026 Métropole Amérique, j'avais commencé à le classer, j'ai complètement oublié de le mettre, donc je l'ai mis la semaine dernière, vous avez vu la vidéo en B-tier, je pense pas trop mal. Je sais que j'ai raté plein de sujets français, il y a Amérique du Nord, il y a qui est sorti numéro 2, il y a Asie et Centre étranger. Peut-être que ça sort en exclusivité demain, 2 vidéos d'affilée le dimanche, le lundi, c'est incroyable. Aujourd'hui, je veux faire, parce que j'ai passé du temps, là j'ai raté l'occasion de faire, Bac 2026. Je vous rappelle, il y avait une petite compétition entre. J'ai mis quelques rappels des 3 dernières années. Alors, encore une fois, pour ceux qui ne connaissent pas ce que je fais sur cette chaîne, à cette période, on fait 2 analyses de sujets en fonction de ce que m'envoient tous les abonnés. Les sujets francophones, français, du bac français qui tombent en métropole, centre étranger, Amérique, Asie, etc. Et les sujets francophones mais non français, enfin de pays autres mais en français, donc parce que je peux les lire tout simplement et les commenter. À droite, donc j'ai mis monde ici, France ici, vous avez compris. Alors, le challenger absolu, c'était Math 2023. Hein, j'avais rencontré, quand j'ai fait ma rencontre à l'ENSAI avec les ingénieurs de l'ENSAI, un élève abonné de la chaîne marocain qui avait passé ce bac de fou. Tunisie, c'était bien battu en 2025. J'avais mis un petit 2024 ici. Bon, voilà. Il y a pas mal de choses. Il y avait plein de pays ici aussi. Bon, des classements, vous allez quand même voir les vidéos des années précédentes. On va voir maintenant où est-ce que je vais pouvoir ranger, non pas Maroc 2023, mais 2026. Donc, sans plus attendre, allons voir un peu ce qui se passe au niveau du sujet, on va analyser tout ça. Sujet intéressant. Mais alors, typiquement, si vous voulez être bon et vous préparer à ce genre de sujet, j'ai envie de dire une seule solution. Stage d'été. Le mec est un excellent commercial. Stage d'été, j'ai pas mal d'inscrits, donc attention, stage d'été, si vous passez en sup depuis la terminale, si vous passez en SP depuis la sup, je fais 2 stages. Stage pour les futurs sup, stage pour les futurs SP du 6 au 10 juillet. Vous allez me dire, mais comment fais-tu tout seul pour gérer ces 2 promotions de gens très diversifiés que tu ne mélanges pas? Eh bien, c'est très simple. Je suis accompagné aussi de Olivier de la chaîne Olgen Les Maths en Finesse, avec qui je fais un podcast depuis 1 an. Donc, vous le connaissez pour sa chaîne YouTube, vous le connaissez pour la Créki-Crise, le podcast qu'on fait ensemble tous les vendredis. Il sera professeur avec moi et donc un jour sur 2, nous serons chacun avec les futurs sup, les futurs spé. On a pas mal d'inscrits, il nous reste quelques places pour juillet, donc du 6 au 10 juillet, allez voir sur le site tayloracademy.fr que je devrais complètement mettre à l'écran. Voilà, c'est bon, tayloracademy.fr pour les dernières places. Il y aura aussi un stage, bien sûr, du 24 au 28 août. Vous pouvez vous inscrire au stage d'août également. Hein. Il y a les liens pour s'inscrire, etc., qui sont également sur le site. Mais voilà, 6-10 juillet, ça arrive. Place à remplir. Il en reste quelques-unes pour les futurs sup, quelques-unes pour les futurs spé. Si vous savez pas ce qu'on fait dans ce stage, c'est que de la méthodologie, pour arriver en prépa ultra prêt pour les futurs sup, et pour arriver en spé sans aucune lacune et prêt à attaquer l'année des concours pour les futurs spé. Voilà, j'en ai beaucoup dit, et maintenant on regarde ce sujet incroyable du Maroc, qui, encore une fois, je vous le rappelle, a quand même une bonne vibe maths sup en analyse par rapport, si je compare au programme français. Donc voilà, le bac SM, encore une fois, hein, c'est pas tous les élèves au Maroc qui passent ça, ce sont les élèves, alors les Marocains dans l'audience, vous me corrigerez, mais qui ont décidé de faire une option scientifique avancée qu'ils appellent Sciences Maths. Donc c'est un peu leur équivalent de maths plus maths experte. Mais justement, quand on compare notre maths plus maths experte à ça, on se dit on pourrait s'amuser un peu plus en France. Alors, je vais un peu regarder, je pense qu'il y a un exercice sur 10 points d'analyse, hein, comme vous voyez, qui est énorme, et ensuite 3 petits exos sur nombre complexe, proba, structure algébrique. Structure algébrique extrêmement hors programme pour un français, mais j'ai envie de passer du temps un peu sur l'analyse pour voir, parce que je pense qu'il est faisable avec le programme de français. Et je vais vous donner une évaluation, selon moi, de la difficulté du sujet étape par étape. Et je suis très content de voir qu'il y a un QR code. Je sais pas pourquoi il y a un QR code, je pense qu'ils ont changé un truc. Cette année, ils ont encadré chacune des questions, ils ont mis un QR code, machin. Je sais pas trop pourquoi, je me dis que c'est pour les correcteurs. On s'en fiche. Montrez que ça.
Question 1, classique, attention les terminales, soit vous le posez quand vous démontrez une égalité, il y a une technique de la mort qui tue, c'est vous posez f de x égale le truc à gauche moins le truc à droite, etc. Et vous montrez que cette fonction, on peut l'étudier, elle est toujours positive par exemple. Le vrai argument, ça serait l'exponentielle étant convexe, 1 plus x étant sa tangente en 0, hop, en 0 comme ça si je zoome fort, et ben étant convexe, elle est au-dessus de ses tangentes. Donc on a toujours ça qui est vrai. Boum, argument de convexité. En déduire ça. Alors, vu qu'en déduire, attention, la question est intéressante, on pourrait juste reposer une fonction. Dire e de x moins 1 moins x carré sur 2 et montrer qu'elle est positive en la dérivant deux fois en l'occurrence, je pense, pour retomber dans un cas similaire à ça, bref. En déduire, c'est pas ça. Là, il faut comprendre en déduire qu'il y a quelque chose de facile à faire, et donc ce n'est pas de la convexité, cette fois-ci c'est de l'intégration. Si on primitive ça, l'idée c'est qu'on veut reconnaître que la primitive de 1 plus x, c'est x carré sur 2 plus x. C'est x plus x carré sur 2, c'est la primitive de ça, et en fait en primitivant de chaque côté, entre 0 et x, typiquement on met un t ici, on primitive entre 0 et x, on obtient entre 0 et x, x carré plus x, et là ici, moins 0, e de x moins 1. Primitive rapide, c'est bien d'y penser, donc ici, convexité, boum, un chapitre de torché, primitive, un deuxième. Troisième, on a ce truc-là, on passe dans les intégrales, enfin, intégrales primitives. On pose ce truc, on vous dit montrer que c'est plus petit qu'x carré sur 2. Là, en fait, il y a une astuce quand vous avez, vous savez peut-être dans les terminales, mais quand vous avez un produit de deux choses, déjà, on se dit, on va sûrement faire une IPP. IPP, c'est souvent ça quand on a deux éléments. Mais on peut aussi, quand il y a une inégalité, on peut aussi majorer, borner, si vous voulez, encadrer un des deux termes. Et si on fait un des deux termes, on pourra trouver l'autre. Vu que x carré sur 2, c'est totalement la primitive de t, je me dis, bah attends, en fait, tout ce que je peux dire, c'est que sur 0 plus l'infini, enfin, quand x est positif, e de moins t, c'est toujours plus petit que 1. Toujours parce que c'est une fonction décroissante, e de moins t, donc c'est toujours plus petit que e de 0. C'est plus petit que 1, et donc j'écris que i de x c'est plus petit que l'intégrale entre 0 et x de t fois 1, et ça donne ça. Extrêmement facile. Montrer ça, typiquement un calcul à faire, non pas une inégalité, mais une égalité, ça c'est une IPP. De toute façon, je vais pas vous faire le corrigé complet, mais tout ça pour moi c'est des trucs assez simples. Je trouve qu'il y a une petite difficulté ici, parce qu'on n'a pas souvent l'habitude d'intégrer des inégalités en terminale en France, donc je prends le point de vue terminal français. Donc là, un petit peu de complexité, mais là, tout ça, quand même, ça déroule, quoi. C'est pas non plus, c'est pas fou complètement. Ça, c'est pas mal. J'aime bien, c'est une fonction, bah, pour tous ceux qui sont dans le supérieur, si vous regardez cette vidéo, vous savez très bien ce qu'on va faire, hein. C'est un espèce de... Enfin, on sait que ça, c'est le développement limité, si vous voulez, ou développement en série entière, comme vous voulez, mais c'est le développement de l'exponentielle. Donc, quand on fait ça, en gros, on pourrait dire que ça, c'est à peu près égal à x carré sur 2 sur x carré proche de 0, à peu près égal à 1,5. On peut faire des trucs rigolos très vite. Et là, en fait, on va utiliser les résultats précédents pour montrer que ça fait 1,5 en utilisant des encadrements. Donc c'est pas très compliqué, il suffit d'utiliser le reste. Je trouve que la première page, là, partie 1 de l'exercice 1, pour le point de vue élève qui est en SM, qui est en parcours sciences maths marocain cette fois-ci, c'est assez simple. Il n'y a pas de folie, je pense que vous avez fait ça toute l'année, c'est pas des nouveautés par rapport au sujet 2022, 23, 24 que vous avez déjà pu regarder. Donc tout ça, assez facile. Deuxième sujet, on va faire un peu de continuité et d'études en un point. Ça, c'est des trucs un peu dans le supérieur qu'on fait pas assez en France, je trouve. On va regarder un petit peu ce qui se passe, notamment au niveau de 0. Est-ce que ça va être continu? Est-ce qu'on va pouvoir dire que c'est dérivable ou pas? Bon, ça va pas être dérivable parce qu'on est sur une demi-tangente, mais... Alors, on va regarder un petit peu ce qui se passe. Donc, interpréter graphiquement, moi j'aime bien ces trucs-là. On le fait un peu dans les sujets de bac français, mais pas assez. Donc, en gros, là, on trouve une limite finie, on vous dit, bah voilà, il y a une asymptote. Ici, montrer que c'est continu à droite, c'est un point précis. On va regarder à droite, c'est-à-dire bah, quand on vient se coller en 0 sur l'intervalle des nombres, on vient se coller en 0, on voit si on tombe bien sur un demi, ça va être oui. Cette démonstration pour un demi va bien se baser sur une connaissance très fine des taux d'accroissement usuels à connaître. Les taux d'accroissement usuels, moi j'aime bien insister sur tous mes élèves, alors français ou autres, mais en tout cas, ceux qui n'ont peut-être pas l'habitude, et j'insiste souvent avec les français parce que c'est un truc très pratique, qu'on voit rapidement, et bah, qui quand même peut aider vachement. Hop, c'est des trucs comme ça. C'est le fait que e de x moins 1 sur x, ça tend vers 1 en 0, parce qu'on reconnaît un taux d'accroissement. Enfin, ça tend vers x prime de 0. Et pareil, sinus x sur x, ça tend vers sin prime de 0, donc ça fait 1. Et en fait, il y a plein de fonctions comme l'exponentielle x moins 1, comme sinus x, comme tangente x, qui admettent x comme tangente en 0. Ça, je dis bien e de x moins 1. Qui admettent x en tangente en 0, et donc quand on fait le rapport des deux, en gros, quand on s'approche de 0, elles deviennent similaires, et donc ça fait 1. Il y en a plusieurs des comme ça à connaître, c'est pas mal. Ça peut vous aider pour la question ici. Pareil ici, alors là je pense qu'on peut utiliser pas mal de trucs, enfin c'est un peu de la bidouille, je pense que c'est pas très compliqué. C'est un petit peu, peut-être que c'est un petit peu galère, mais en gros l'idée c'est d'établir ça, bon ok, de se rendre compte en fait qu'on est en train de poser un taux d'accroissement. Et donc on va essayer de voir ce qui se passe pour le départ de la fonction en 0. Parce que là en fait il y a tout un truc où on a un point, la fonction elle est définie en 0,
Donc on commence ici, il y a un point d'arrêt si vous voulez, on va montrer qu'elle vaut 1,5 en 0, ok. Et on sait pas après comment elle est, on sait qu'elle tend vers je sais plus combien en plus infini, elle tend vers 0, mais qu'est-ce qu'elle fait la fonction? Est-ce qu'elle fait, elle part comme ça et elle va s'écraser là-bas? Elle part comme ça et elle va s'écraser en l'infini? Ou elle part tout plat et elle va s'écraser? On sait pas. Donc on va essayer d'étudier la demi-tangente, un peu comme on fait pour la racine quand on dit qu'il y a une demi-tangente infinie. On va regarder la demi-tangente pour savoir comment elle part et comment la tracer. Ça, ces petites nuances de qu'est-ce qui se passe au niveau d'un point, comment on part, c'est vachement intéressant. Donc c'est le côté droite-gauche quand on est que d'un côté d'un point. Bah, j'aime bien, je trouve ça, c'est des trucs un peu fins en analyse, un peu marrants, qui nous permettent de faire des tracés. Et on les fait pas assez en France encore une fois, mais donc là c'est intéressant parce qu'on se rend compte que non seulement on part de 1,5 comme valeur, et on part tout droit. Parce qu'on voit que la dérivée à droite, parce qu'encore une fois la fonction n'est pas définie à gauche, donc il n'y a pas de tangente, de demi-tangente à gauche, ça n'existe pas, est 0, donc on a peut-être une fonction qui fait un truc comme ça, si vous voulez, et qui va tendre vers 0 là-bas. Peut-être après qu'elle fait ça, hein, j'en sais rien, mais bon, on peut supposer qu'elle est assez lisse, voilà. On vous demande pas de la tracer, on passe tout de suite à l'intégrale. Là on se rappelle qu'on a fait une intégrale il n'y a pas longtemps avec e de moins t, et on vous dit e de t, ok, pourquoi pas. Intégrale, parfait. Bah, ça ressemble à ce qu'on a fait tout à l'heure. Et donc là, c'est la même idée, ça ressemble à i de x, sauf qu'on avait e de moins t. E de moins t est clairement plus petit que e de t sur l'infini, donc on peut démontrer ça tout de suite. Ça, c'est cadeau. Je trouve donc qu'il y avait un peu de difficulté calculatoire. Si vous faites les calculs, vous êtes amusé. Là, il y a un peu de difficulté calculatoire, mais après, techniquement, ce qui est intéressant, c'est qu'on étudie un truc assez simple qui est la demi-tangente. Donc là, dans cette partie 2, un peu plus de technicité. C'est la partie 2 est finie là? Ah non, elle continue en plus. Ah oui, non, la partie 2 est pas évidente. Partie 2, donc on fait une IPP, hein, comme d'hab. C'est un peu la même chose que tout à l'heure, hein. On encadre, au lieu d'encadrer par 1, on encadre par E de t en gros. Donc on fait un encadrement, on a une IPP pour trouver le IPP pour trouver ça, et on peut en déduire en gros que f' c'est écrit grâce à ces deux-là. C'est super. On en déduit la fonction, on montre qu'elle fait une bijection. Alors si elle fait une bijection, honnêtement, on a compris qu'elle tendait vers 0. Oui, on peut comprendre plein de choses, hein. En plus infini, elle tend totalement vers 0. Et on dit qu'elle fait une bijection, donc ça c'est sûr. Si elle fait une bijection, c'est-à-dire qu'elle fait pas de trucs comme ça. Si elle fait une bijection, qu'elle tend vers plus l'infini, et qu'elle part de manière plate de 1,5, la bijection elle peut faire que ça en gros. Donc on sait l'intervalle. L'intervalle ça va être 0, 1,5. Elle va arriver dans 0, 1,5, 1,5 inclus. Là je le fais un peu au feeling, mais c'est les trucs intéressants qu'on peut faire si on suit bien ce qu'on est en train de faire et qu'on ne se fait pas noyer par les calculs. Ce qui est un peu le problème. Des fois vous êtes noyé dans les calculs, vous avez plus la métavision pour savoir où vous en êtes. Pas hésiter à reculer hein, quand on fait ce genre de sujet. Donc voilà, bon encore une fois, hein, pour se préparer au bac français c'est un peu intense, mais c'est toujours marrant de regarder ça, donc beaucoup de calculs, pour faire des choses assez pratiques. On retrouve ces i et j qui en fait vont être dans l'expression de la dérivée de f, donc c'est marrant. Et on vous dit ça fait une bijection, c'est super, montrer que f de x égale x ça me met une unique solution, mais ça pareil, si moi je fais mon feeling depuis tout à l'heure, j'ai une fonction qui part de 1,5, elle fait un truc du genre ça, hop, f de x égale x, c'est bon, c'est clair. Si vous voulez, c'est clair que c'est là à peu près, il y a une solution unique. Ça sera clairement solution unique, qu'est-ce qu'on fait? Un petit théorème de la bijection, à déterminer dans 0 plus l'infini. S'il est à déterminer, et qu'il n'est pas approximatif, genre en fait c'est un nombre complètement irrationnel et compliqué, c'est qu'on peut peut-être le faire à l'arrache. On peut peut-être tenter un truc, genre vas-y combien vaut f de 1? Est-ce que f de 1 peut être égal à 1 ou pas? Euh... Ah, peut-être que je dis n'importe quoi, je sais pas. Attendez, je sais pas trop si je dis n'importe quoi. Peut-être log de 2, un truc comme ça, vous voyez ce que je veux dire? Si je fais log de 2, bah, ça fait quoi? Ça fait 2 moins 1 demi sur le 2. Ah non, pas évident. Bah écoutez, je sais pas. Déterminer alpha, faudrait voir. Faudrait voir ce que ça donne. Elle a même une unique solution alpha à déterminer dans 0 plus infini. Je sais pas trop si on peut, bah dites-moi si vous avez fait le sujet en détail, moi j'ai pas fait les calculs, si on peut trouver alpha vraiment une expression facile, ou si l'expression est juste horrible. Enfin, si l'expression est juste si on peut l'approximer en gros. Je sais pas trop, mais voilà. Donc en gros, c'est quand même, on retrouve des grands thèmes de ce qu'on peut faire en France, mais avec toujours des trucs un peu plus compliqués. C'est-à-dire, oui, montrer qu'il y a une unique solution, on le fait souvent, mais là, il y a le côté avant, c'était une bijection. C'est-à-dire que la solution, ça veut dire que f, bah, typiquement, f est strictement monotone et continu. Des petits arguments qui manquent et qu'on fait dans le supérieur plus, qui sont assez intéressants et représentés graphiquement, alors là, vraiment, très important, hein, donc il faut vraiment pas se planter, on a fait la demi-tangente, on faut vraiment partir plat. On va aller là-bas, très plat aussi, parce qu'on va converger, donc on sent qu'entre les deux, il y a un point d'inflexion, forcément. On est obligé de descendre un peu d'être concave, on va devoir remonter un peu pour être convexe. Donc c'est sûr qu'il y a un point d'inflexion, et il vous le donne. Il vous donne le point d'inflexion à 0,3. Donc vous savez à peu près quand est-ce que vous croisez la droite x, parce que vous avez calculé alpha, hop. Vous savez quand est-ce qu'est le point d'inflexion, vous savez que vous partez à nuit, vous pouvez faire un très beau tracé. Donc c'est super, c'est très très bien, j'aime beaucoup cette partie. Donc difficulté de la partie 1, je mettrais en difficulté honnêtement, c'est calculatoire, mais en fait c'est toujours pareil, point de vue français ou point de vue élève SM quoi. Élève sciences maths, je pense que difficulté, je vais prendre élève SM, je pense entre 1 et 2 sur 5, max. 2 sur 5, faut pas se planter dans les calculs.
Partie 2, c'est beaucoup de choses classiques, mais beaucoup de calculs qui ont l'air un peu lourds, qui sont pas évidents, beaucoup de détails. Franchement, je mettrais un bon. Vous me direz, hein, les élèves, s'il y en a quelques-uns dans le chat, dans les commentaires, je mettrais 4 sur 5. Pour un élève qui a bouffé du bac SM toute l'année, qui était dans ce parcours, dites-moi ce que vous en pensez. Je trouve que il y a peut-être pas plein de nouveautés, mais il y a de l'exigence, il y a de l'exigence quand même, pas mal de questions. Donc je trouve ça pas mal. Alors oui, je mets 4 sur 5 pour la partie et ça change rien. Là, ensuite, on a un typique. En France, on l'a pas ce théorème, mais on a typique, un truc qui tombe tout le temps dans chaque bac SM chaque année. Une partie où on met une suite basée sur la fonction. Et là, clairement, on a une petite. Alors, je sais pas si c'est une récurrence. On fait une récurrence pour montrer ça, ça prend 2 secondes parce qu'on sait que notre fonction elle est entre 0 et 1,5. Hein. On a une bijection entre 0 et 1,5. Donc quand je fais f de un, bah, c'est toujours entre 0 et 1,5, j'ai ma récurrence. Là, on montre ce truc-là, c'est pas très compliqué. En fait, pour montrer ça, c'est une phrase. En gros, c'est le théorème, non, l'inégalité des accroissements finis. C'est un truc qui n'existe pas en terminale, mais en gros, bon, c'est quelque chose qui vous dit que si la dérivée est bornée, c'est ce qu'on vous dit ici, on vous l'admet en plus, donc c'est bien. Si la dérivée est bornée, on peut majorer f de b moins f de a par b moins a fois le majorant de la dérivée, en gros. Bon, hein, l'idée générale, c'est que, bon, quand on a entre deux points si on a une fonction continue dérivable entre deux points, on peut toujours dire que. Enfin, il est toujours possible euh, en gros, de faire comment dire, une comparaison entre la pente de la corde et la pente de la fonction. En gros, hein, je vous le fais en deux-deux. C'est des trucs assez visuels en fait qu'on pourrait très bien faire en termes, parce que en gros, ça s'appelle le théorème de Rolle. Puis ensuite, on fait un théorème des accroissements finis qui sont un peu la même chose. C'est des choses très basiques dont on a l'intuition graphique assez vite. Si vous voulez. Donc typiquement le théorème de Rolle, par exemple, je vous le dis pour les termes qui ne connaissent pas, c'est intéressant. J'ai une fonction qui vaut 0 en un point, qui vaut 0 en l'autre. Si elle est continue et dérivable, hop hop hop, c'est sûr qu'il y a un point où la dérivée est nulle. Voilà. Il existe un point, c'est un peu un espèce de théorème des valeurs intermédiaires, mais pour la dérivée, si vous voulez. Il existe un point tel que ça va être plat. Bah, forcément, parce que si je dois partir d'un point qui vaut 0 et aller à un autre, je vais de monter et descendre. Et si elle est bien dérivable, etc., et donc à peu près lisse, il y a un minimum de lissage, alors il y a un moment où ça sera nul. Et on dérive, on prend ce résultat très intuitif, et on le dérive, on le tourne un peu pour faire un autre résultat. Enfin, c'est que des choses assez visuelles qu'on fait en sup. Dès que vous avez le dessin et que vous comprenez l'intuition, c'est très facile de l'utiliser. Donc on peut l'utiliser ici en appliquant à f de un moins f de alpha. L'astuce, c'est que f de alpha égale alpha, donc on peut l'écrire bien. On fait une petite récurrence tout de suite. On dit à chaque fois on fait plus petit que 1,5 du terme d'avant, si vous voulez, donc ça donne ça très vite. Et ensuite, bah, on a la convergence. Ça tend vers 0 très vite, et donc on a un qui tend très vite vers alpha. Donc ça, c'est tellement automatique pour chaque élève, je pense, qui est dans cette filière, que ça vaut rien en termes de difficulté. Et on a un truc très intéressant que j'ai déjà fait beaucoup sur la chaîne, une partie 3, qui est, enfin beaucoup d'exercices de concours même, se basent sur le fait d'avoir des intégrales avec des bornes qui varient. C'est très intéressant parce que ça fait des fonctions, si vous voulez, imaginez j'ai une petite f qui est comme ça, bah non, la petite f on la connaît d'ailleurs, donc la petite f elle est comme ça, si vous voulez, hop, et on va prendre une fonction qui dit qu'entre x et 2x, on a une valeur de l'air, et ça c'est la fonction, grand F. Et c'est un peu marrant parce que quand x augmente, hop, votre intervalle double de taille, si vous voulez, là, x entre 0,5 et 1, ça fait, enfin c'est une taille 1,5, x entre 1 et 2 par exemple, bon j'ai fait n'importe quoi, mais c'est une taille 1. Donc on se dit, ok, plus x augmente, plus la taille enfin l'intervalle entre x et 2x devient grand. Donc on pourrait dire c'est sûr que ça tend vers l'infini. Mais en fait, il y a tout un arbitrage entre est-ce que la fonction s'écrase assez vite pour que l'air devienne très très petite, et même si je prends un intervalle d'air 2 fois plus grand, est-ce que l'air peut quand même converger parce qu'en fait la fonction s'écrase assez pour que l'air, plus je vais loin, plus elle est petite. Donc il y a un fait d'arbitrage entre comment l'écart augmente et comment l'air s'écrase. Et potentiellement, bah, en plus l'infini, on peut avoir plus l'infini, on peut avoir, je sais pas, 0, on peut avoir une valeur fixe. Et ça va dépendre de comment la fonction s'écrase. Donc c'est un peu marrant. Sachant qu'on peut aussi pousser le vis pour les bornes et avoir un truc genre x carré ici. Un truc qui monte très très vite. Voilà, il y a plein d'exercices comme ça, à Centrale et tout, qui sont intéressants, il y a plein de choses à faire avec. On monte en difficulté pour les concours selon ce qu'on veut faire. Si on veut faire des approximations, des développements asymptotiques, des trucs comme ça de la fonction, ça devient plus compliqué. Donc voilà, on fait des encadrements. Donc là, ça sent quand même à 200 000 km le fait que f est décroissante. Vu que petit f est décroissante, la valeur maximale sur tout l'intervalle x2x, vu qu'elle est décroissante, la valeur max c'est quoi? Bah c'est la valeur en x. Donc on dit juste que f plus petit que la valeur f de x, mais sur tout l'intervalle, donc fois la longueur de l'intervalle, 2x moins x. Pouf, on trouve tout de suite. Majoration brutale. En déduire la limite, bon, c'est pas très compliqué, je pense. On peut montrer assez vite que, je sais pas, f de x fois x, ça doit converger. Disons que c'est du x carré sur e de x, un truc comme ça. Donc ça doit converger vers 0, et on montre que f tend vers 0. Donc ça veut dire que la petite f s'écrase assez vite, c'est un genre d'exponentielle, donc c'est normal, une exponentielle moins x. Elle s'écrase assez vite, ou même si j'augmente la taille d'air que je prends au fur et à mesure,
elle s'écrase assez vite pour tomber vers 0, apparemment. Très intéressant, bah voilà, je viens de vous le faire. Montrer qu'elle est dérivable. Ça, c'est génial pour les termes, parce que pour montrer qu'une fonction comme ça est dérivable, il faut bien maîtriser. Je vous le dis, j'aime bien faire ça, hein. Il y a plein d'exos sur la chaîne, si vous avez regardé les exos plus durs de prépa. En fait, j'aime bien, moi, poser une, je sais pas, grand H de x égale intégrale entre, on est défini en 0, oui, 0 et x de petit f de t dt. Et là, quand on a ça, cette grand H, on a le théorème fondamental de l'analyse qui nous permet de dire, eh ben écoutez, si f continue, donc comme f continue, grand H dérivable de dérivée continue, donc on appelle ça C1, mais si vous voulez, c'est une manière courte de dire elle est dérivable et sa dérivée est continue, telle que grand H' égale f. Donc oui, sa dérivée est continue parce que c'est f. Et donc ça c'est super. C'est en gros l'idée de théorème fondamental, c'est si on prend l'air sous la courbe entre 0 et x, en fait ça vaut la valeur de la primitive. Magnifique, c'est quand on lit le concept de primitive d'intégrale, on a ça, et en fait l'astuce c'est de dire bah écoute, génial, moi il se trouve que f de x avec Chal, je peux l'écrire comme h de 2x moins h de x. Donc en fait mon étude de la dérivabilité de grand F n'existe pas, c'est juste je pose un grand H, je me rends compte que grand F s'exprime uniquement en fonction de grand H extrêmement bien dérivable, et donc je m'en sors tout de suite par composition. L'erreur à ne pas faire, c'est d'oublier de sortir le 2. Ça fait donc 2 fois h' de 2x, donc petit h de... Enfin, non, h' c'est f, donc 2 fois petit f de 2x moins f de x. Après, vous vous débrouillez avec ça. Donc 1, elle est dérivable parce qu'elle s'écrit comme une différence de fonction dérivable, très classique. Et ensuite, vous avez des petits f intéressants. J'adore ça, typique de sup, typique des exos même de concours qui se basent là-dessus, donc j'adore, c'est super. Donc voilà, là, montrer que f' égale j'imagine que c'est ce que je viens de faire. Vous faites 2f de 2x moins f de x, vous allez au bout, et vous voyez, je pense que ça donne un truc comme ça. F de 2x, ça sent bon, là, il y a du E de 2x, je pense que ça marche bien. Faut juste bien jouer sur les trucs, apparemment factoriser un f de x, ça doit se faire. C'est du calcul, c'est pas évident, mais c'est intéressant. Montrer que c'est un extrémum pas très compliqué, parce qu'on a f', donc on pose égal à 0, je sais pas quoi, bon. On s'en sort, ça devrait marcher. Ça devrait fonctionner. Euh, Intéressant, est-ce que c'est compliqué? Ça, c'est facile, si vous avez déjà fait plein d'encadrements, c'est facile. Limite, c'est donné. Graphiquement, c'est facile. Montrer qu'elle est dérivable, soit vous avez la technique, soit vous l'avez pas. Je pense que si vous avez fait le bac SL, vous avez déjà vu ça au moins une fois. Là, un peu de calcul. Moi, je mettrais difficulté de la partie 3, honnêtement, 2 sur 5. Donc pour l'instant, il y a une partie très dure, la partie 2, parce qu'elle était lourde, elle était à 4 sur 5 de difficulté. Partie 3, 2 sur 5. Combien de points est-ce qu'elle vaut? Je sais pas. Mais en gros, ça nous fait quand même une grosse partie, la plus grosse partie qui est quand même de bonne difficulté 4. Le reste à 2, franchement, l'exercice 1, difficulté totale, je pense 3 sur 5. Mais après, le fait qu'il soit si long, qu'il faille 10 points, on pourrait ajouter des arguments. Je fais un truc un peu subjectif, hein, je me débrouille pour mettre de la difficulté, mais voilà. Partie 2, vraiment pas facile, il fallait se concentrer, il fallait aller vite. Partie 3, en fait, vous êtes peut-être fatigué à la fin, mais relativement simple. Je me dépêche, la vidéo va durer trop longtemps. Attention, on a ensuite les complexes. Alors ça, c'est intéressant, on a des complexes écrits comme ça. On a des ensembles complexes. C'est pas mal. On vous donne une solution, montrez que l'autre est solution. Bah écoutez, c'est pas mal. Est-ce que M est un nombre complexe? C'est un nombre complexe, d'accord. Je vais vous dire, bah attendez, ça c'est le Z bar, mais non, faut faire attention. Je sais pas trop, faut peut-être dire qu'il y a une espèce de symétrie, un truc comme ça. Nanana. Bah oui, il suffit de vérifier en fait, hein. Je pense qu'il faut mettre ça dans l'équation et se rendre compte que tout s'exprime en fonction de Z1, parce qu'il y a des M bar Z qui vont peut-être se simplifier un peu, qui vont utiliser le fait que ça, 1 moins I, c'est le bar de 1 plus I. Je pense qu'on peut s'en sortir. On a l'air de pouvoir s'en sortir à peu près. On écrit les trucs, je pense que ça va simplifier. On peut exprimer toute l'expression m bar fois ça au carré moins 2 fois ça plus m en fonction de z1 et ça va valoir 0. Z1 sous forme exponentielle, c'est très intéressant. En fait, là, le genre de truc, c'est des trucs à connaître par cœur. C'est que 1 moins i, c'est racine de 2, e de moins i pi sur 4. Ça, il faut les connaître. En fait, il faut connaître 1 plus i qui est avec un plus. Il faut connaître 1 plus i racine de 3, qui lui est e de i pi sur 6 fois 2. Et il y a racine de 3 plus i, ou le cosinus de racine de 3. Ah non, je me suis planté. Non, ça c'est pi sur 3, pardon, excusez-moi. Ouh là là, j'ai failli faire une grosse bêtise. Enfin, j'ai fait une grosse bêtise. Hop. Ça c'est pi sur 3 parce que le sinus c'est racine de 3 sur 2, donc c'est ça. Et là c'est 2e de i pi sur 6. Moi je conseille à tout le monde, alors là, le premier truc que je vous apprends dans le stage quand on fait un peu de complexe, c'est pour les futurs sup, c'est d'apprendre par cœur ces nombres-là. Ça vous torche tous les exos d'exponentiels complexes super vite. Donc ici vous avez typiquement Z1. Écoutez, c'est pas très compliqué, ça fait Z1 fait racine de 2 e de 8θ, ça c'est pas compliqué, c'est le m qui est donné dans l'énoncé ici. Et je fais 1 moins i, écoute, racine de 2 e de moins i pi sur 4. Et donc ça fait 2 fois 2, et donc Z1, 2 fois 2, racine de 2 sur 2, ça s'en va, il reste e de i θ moins pi sur 4. Hop, super facile.
Ça se fait tout seul quand vous avez par cœur ces petits nombres classiques là, et ça va vite. Ok. Donc partie 1, je dirais trivialissime. Là vraiment, difficulté, si vous connaissez bien les bons trucs, je mettrais 1 sur 5, c'est que du calcul basique, hop, 1 sur 5. Partie 2, dans le plan complexe. Alors là c'est plus compliqué, tout ce qui est rotation et tout, on le faisait en l'équivalent des maths experts de quand moi j'étais en terminale, donc 2007, hein. On le faisait, donc c'est une espèce de géométrie avec les complexes. Très intéressant, mais plus trop au programme. Donc très bien, ça a pas l'air très très compliqué. Si vous êtes dedans, je pense que c'est pas trop compliqué, ça a l'air assez direct. Je vais avancer un peu parce que là, les termes, les français, vous avez aucune idée de quoi on parle. Ça c'est pas mal, c'est du calcul, soit H un point comme ça, on monte des petits calculs, l'idée c'est de comprendre pourquoi on le fait. Voilà, on fait encore de la géométrie. Ça c'est pas simple. Là c'est un peu plus compliqué, donc question 3, partie 2, pas si facile. Il y a des calculs simples, mais faut quand même pas s'embrouiller, donc je dirais difficulté 3 sur 5. J'essaie d'accélérer comme vous voyez. C'est pas mal du tout. Exercice 3, on vous fait une petite... On sait quoi, c'est une équation Diophantine. Là, il y a du... C'est peut-être une équation Diophantine, il y a un peu du Bézout et tout, donc oui, ça va être facile. Diophantine, on trouve une solution particulière, on trouve ensuite les solutions. On s'en sort, ça c'est vraiment du classique déjà vu en maths experte, ou pour le bac SM en arithmétique, hein. Maths experte en arithmétique, on le fait, ça. Ça, intéressant, c'est pas très compliqué non plus. C'est pas très compliqué. Il suffit de vérifier enfin, les puissances successives de 5, quels sont leurs modulo 19. À coup sûr, il y a un cycle, et vous voyez dans quelle partie du cycle s'inscrit le U0, ça marche tout seul. Très intéressant aussi, on va chercher une solution, ça c'est du classique honnêtement, je l'ai vu cet exo dans le bac 2025-2024. Si vous êtes dans le bac SM, je pense que la difficulté de la première partie, honnêtement 1 sur 5. Parce qu'il n'y a aucune surprise et que tout ça, même si c'est un peu long à faire, enfin faut pas se planter dans les calculs et tout, c'est déjà tombé plein de fois. Partie 2, on vous met des probas, je passe, ça m'intéresse pas. Et partie 3, exercice 4. Donc exercice, ici je vous mettrai... allez, difficulté totale de l'exercice, peut-être 2 sur 5, mais les probas ça a pas l'air très dur. Et les structures et groupes, c'est un peu des trucs sur les matrices, je voulais juste le commenter rapidement. On a un anneau unitaire, bon un anneau c'est un truc où quand vous faites deux éléments en addition, si vous voulez, ça reste dans l'ensemble quoi. Je pousse un peu, pareil avec la multiplication, enfin on peut multiplier, on peut faire des trucs. Pour les terminales, vous verrez ça en sup, c'est des structures en gros. L'idée c'est que quand on fait certaines opérations sur des objets, les objets restent de la même nature. Voilà, je simplifie au plus rapide. Du genre, voilà, 3 plus 5, bah oui, hein, les réels, c'est un groupe, parce que quand je prends deux réels et que je les somme, ça reste un réel. Bon, voilà. Je le fais très vite, on a des matrices comme ça. Et là, on fait des trucs assez intéressants avec des espèces de matrices, avec des x, dont on pourra peut-être exprimer m de x comme combinaison de matrices déjà plus simples. Et on vous fait vous rendre compte que, en fait, ce truc-là a une certaine propriété qu'on pourrait appeler une certaine propriété d'algèbre, en gros, où quand on multiplie les éléments, ils peuvent s'exprimer comme un élément de l'ensemble. Donc c'est-à-dire que quand on multiplie deux éléments distincts, on reste dans eux. Donc là, on a un truc où c'est pas deux réels que j'additionne qui reste un réel, c'est pas deux réels que je multiplie qui reste un réel, 3 fois 5 ça fait 15, c'est toujours un réel, donc je pourrais dire que oui, à part avec des petits problèmes avec 0, en gros, bon non d'ailleurs non, je pourrais faire une espèce de structure de groupe, les choses restent ensemble quand je multiplie des réels entre eux. Là apparemment, quand je prends les matrices écrites comme ça, et que je les multiplie entre elles, on reste encore dans le monde des matrices qui s'écrivent comme ça. C'est juste qu'on a le x qui varie, quoi. Quand je fais x, y, bon ben je l'écris avec x plus y. Je pense que c'est basé sur des petites identités remarquables, donc c'est très intéressant. On vous dit en gros, voilà, il y a une structure algébrique intéressante qui se cache pour ces types de matrices. Donc ça c'est chouette. On vous pose une application qui a x associé m de x, super. Montrer que c'est un homomorphisme, alors c'est des mots un peu barbares, bon c'est vrai que c'est vraiment complètement hors programme, mais en gros c'est pas très très compliqué, on s'en sort. Ça c'est la définition, vous appliquez la définition, vous avez les points tout de suite. Montrer que c'est un groupe commutatif, bon ça normalement vous pouvez le faire assez vite, comme x plus y c'est égal à y plus x, en gros on va pouvoir s'en sortir. Donc ça c'est pas très très compliqué, et là on commence à avoir des trucs un peu marrants. Loi de composition interne, c'est une loi, mais cette fois-ci pas une loi simple, genre une addition, c'est une nouvelle loi qu'on vous définit. Donc là, on vous cherche. Alors, on vous dit, voilà une nouvelle loi, et apparemment, quand je prends l'ensemble de toutes les matrices qui s'écrivent comme ça, sauf l'identité, et que je les combine avec ça, alors je reste dans l'ensemble E. Bon, bah en même temps, vu la définition, ça a l'air complètement vrai. Et c'est commutatif. Pourquoi c'est vrai? Parce qu'apparemment, quand je fais cette opération sur ces deux matrices, je peux toujours exprimer comme une matrice de ce type. Donc je reste dans E. Donc en fait, c'est un groupe parce que je reste dedans. C'est commutatif, bah en fait, on va pouvoir jouer sur le fait que x fois y, c'est égal à y fois x. Toujours pareil, souvent pour la commutativité, on se ramène à la commutativité des opérations élémentaires sur les réels. Le fait que a plus b égale b plus a, ou que a fois b égale b fois a. Ok, très intéressant. Un corps, alors un corps c'est encore plus compliqué, mais en gros, il y a des structures algébriques qui existent, qui s'appellent les groupes, les anneaux, on les complexifie un peu plus, et il y a de plus en plus de conditions pour être soit un groupe, soit un anneau, soit un corps.
Et en gros, il nous faut des idées du genre, pour chaque loi, il existe un inverse pour chaque élément, quoi. Genre, bah, il faut que pour 3 je puisse associer, ben, -3 pour la loi plus, ou un tiers pour la loi fois. Donc il y a un truc tel que, il y a un inverse à chaque fois, un inverse pour la loi. Et vous voyez, par exemple, pour les réels, ben, 0 est compliqué, parce que je peux pas faire 1 sur 0. Donc je vais pas pouvoir faire ce que je veux avec R étoile, mais avec R, donc je vais pouvoir considérer par contre R étoile, qui lui aura bien un inverse pour chacun de ces éléments. Voilà, vous avez compris. Il y a des choses comme ça, on joue sur les lois, c'est vraiment très intéressant, c'est ça, on fait ça en sup. Je suis content pour les Marocains que vous fassiez ça, enfin les SM en terminale, ça vous donne un peu une vision de ce qui vient dans le supérieur, c'est assez chouette. Tout ça, ensuite, ça devient assez facile. Ça, c'est pas très compliqué. Ça, c'est pas très compliqué. Et là, c'est un peu rigolo parce qu'on trouve une manière d'utiliser ce qu'on a fait avant pour résoudre une équation. Je mets quand même, il y a quand même pas mal de définitions à suivre et à aller balancer. C'est peut-être pas évident, surtout en fin de DS si vous le faites à la fin. Je mets un 4 sur 5. Alors, on y est. C'était très long, j'ai voulu vraiment tout analyser. J'espère que ça vous a un minimum plu. C'était genre aussi un cours d'algèbre analyse comment on dit, extrêmement rapide. Mais alors, je vais aller voir justement, qu'est-ce qu'on fait maintenant de ça? Où est-ce qu'on met notre petit bac Maroc, hop, 2026? Eh ben, je sais pas trop. 2026, je pense pas qu'il soit au-dessus du 2023. Je pense, il faudrait revoir les vidéos de Tunisie et tout. Je pense que le 2026, si je commence un peu à virer les trucs anciens, là, hop, je les dégage, vous avez qu'à voir les anciennes vidéos, on s'en fout, hop, je vire tout ça. Je pense que notre petit 2026, hop, je le remets ici, n'est pas au niveau 2023, mais qu'il était quand même pas mal, il y avait pas mal de difficultés, donc moi j'irais le mettre pour l'instant, pas en S, mais entre A et S. Et en fait, je me permets de le mettre là parce que potentiellement, je vais rencontrer dans les semaines qui viennent un petit, comment on dit? Un petit sujet horrible, je sais pas, enfin, qui va venir du Togo ou de Tunisie, qui va peut-être venir être en S, et donc je vais pas m'avancer trop. Je dirais, les Marocains, vous me dites si vous avez en tête les annales, que cette année, pour l'instant, le 2026 a mérité sa place au-dessus de A, mais pas encore en S. Voilà. J'espère que ça vous a fait marrer de revoir tout ce sujet rapidement, ou de le découvrir si vous n'êtes pas dans ce système. En tout cas, le Bac Maroc fait quand même honneur à sa réputation. Moi, je kiffe voir ces sujets, le nombre de choses qu'il y a dedans, c'est intéressant. On pousse les outils de terminal au maximum. On fait des trucs hors programme aussi. C'est une très bonne intro pour se préparer à la sup. Très très bien, en complément du stage. 6-10 juillet, je vous attends et je vous dis au revoir, la vidéo est trop longue.